disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Prochainement à la télévision et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Nous sommes de retour pour encore une heure ensemble de 19 jusqu'à 20h. Et tout de suite, c'est l'heure de votre journal. C'est parti! Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 19h Info, votre premier grand rendez-vous scientifique d'information. Quelle est l'actualité de ce mardi 6 août 2024? Le voici qui s'affiche à l'écran. Dans l'actualité de ce soir, au Qatar, les amputés de Gaza tentent de retrouver une vie loin de la guerre. Mariam Ahmed actionne sa chaise roulante avec détermination dans le complexe Thumama de Doha qui accueille des blessés de Gaza. La fillette de 6 ans y reprend vie après avoir perdu sa famille et une jambe dans une frappe israélienne. Elle a été évacuée vers le Qatar en février après que sa maison ait été touchée par 2 missiles qui ont tué sa mère, son père et son frère. Sa jambe droite est au ciel avec eux, dit-elle en soulevant l'ourlet de sa robe sur son moignon. La fillette fait partie des quelques 2000 résidents du complexe blessés et accompagnants qui tentent à présent de s'adapter à la vie dans le riche émirat, loin de la guerre qui fait rage chez eux, dans la bande de Gaza. Sa tante de 20 ans, Fatima Faradjala, qui l'a accompagnée au Qatar, dit que psychologiquement Mariam va mieux maintenant, mais toutes les deux gardent le souvenir du matin où leur maison a été pulvérisée. Dans la confusion, Mariam, qui ne réagissait pas, est placée parmi les morts. Elle ne bougeait pas et n'émettait aucun son. Puis soudain, j'ai entendu une voix, se rappelle sa tante. La fillette a été hospitalisée pendant 2 mois à l'hôpital Hamad de Doha et a subi 3 opérations chirurgicales. Confrontée à son nouvel environnement, elle pose beaucoup de questions, explique Fatima Faradjala. Passer d'une réalité à l'autre, elle-même est désorientée. Ici, il y a tout. Pourquoi Gaza n'est pas comme les autres pays, demande-t-elle. Un homme amputé des 2 jambes au complexe Thumama de Doha au Qatar le 3 juillet 2024. Fin juin, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré que 10 enfants en moyenne perdaient une jambe ou les 2 chaque jour à Gaza. La guerre a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas du 7 octobre dans le sud d'Israël qui a entraîné la mort de 1197 personnes, en majorité des civils selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles israéliennes. Sur 251 personnes alors enlevées, 111 sont toujours retenues à Gaza, dont 39 sont mortes. Selon l'armée israélienne, l'offensive israélienne à Gaza fait jusqu'à présent près de 40 000 morts, d'après le ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le mouvement islamiste palestinien, qui ne détaille pas le nombre de civils et de combattants morts. Une affaire bien triste, mais qui reflète l'actualité. Pollution de l'eau maintenant. Thames Water risque une amende record de 104 millions de livres. Cette sanction, la plus importante jamais envisagée, met en lumière la crise du secteur de l'eau au Royaume-Uni due à des infrastructures vétustes et des investissements insuffisants. Le régulateur britannique de l'eau, Ofwat, envisage une amende record de 168 millions de livres contre 3 compagnies d'eau au Royaume-Uni, au premier rang desquelles Thames Water, pour avoir déversé massivement des égouts dans des cours d'eau ou sur le littoral. Thames Water, et qui approvisionne notamment Londres et sa région en eau, paierait 104 millions de livres, ce qui serait la plus grosse amende jamais émise par le régulateur. Yorkshire Water est quant à lui menacé de 47 millions et Northumbrian Water 17 millions pour la première volée de sanctions proposée par Ofwat à l'issue de sa plus grosse enquête jamais menée, selon un communiqué du régulateur publié mardi. Le secteur britannique de l'eau est en crise en raison d'un sous-investissement dans un système d'égout qui date largement
de l'époque victorienne. Des valves de débordement sont prévues pour un déversement d'urgence dans la mer et les cours d'eau lors d'orages, mais ont été de fait utilisés largement et au-delà de leur vocation première. Cela se traduit par une pollution du littoral et des cours d'eau, par des rejets massifs d'égouts à travers le pays, et les autorités britanniques sont sous pression depuis plusieurs années pour y remédier. Ofwat estime à l'issue de son enquête que les 3 entreprises ont manqué de s'assurer que les décharges d'eau usées non traitées depuis les valves de débordement n'arrivaient que de manière exceptionnelle ou n'ont pas modernisé leurs actifs, entre autres. Ces sanctions doivent encore faire l'objet de consultations ouvertes au public jusqu'au 10 septembre, précise le régulateur. La décision finale sera prise en fin d'année ou en début d'année prochaine, précise-t-on auprès de l'Ofwat. Criblé de dettes et en grande difficulté financière, Thames Water est la plus grande compagnie d'eau du Royaume-Uni, ou desservant 15 millions de clients à Londres et dans la vallée de la Tamise. Elle est détenue par un consortium d'actionnaires dont les fonds de pension canadiens Ontario Municipal Employees Retirement System et britannique Universities Superannuation Scheme. L'autorité britannique de l'eau l'avait placée en juillet sous surveillance, tandis que le gouvernement travailliste promettait de réformer un secteur en crise. La situation précaire du groupe alimente depuis des mois des spéculations sur la nécessité d'un potentiel très coûteux plan de sauvetage public si l'entreprise ne parvient pas à trouver les financements privés dont elle a besoin. Toujours dans l'actualité scientifique, PFAS, une expertise ordonnée par la justice pour estimer le rôle de Daikin et Arkema dans les rejets de polluants. Un juge saisi par la métropole de Lyon a ordonné une expertise indépendante pour évaluer la responsabilité des industriels Daikin et Arkema dans la pollution au PFAS en aval de la ville, selon une décision consultée mardi par l'AFP. Un collège d'experts devra décrire d'ici au 31 décembre 2025 les polluants éternels employés ou émis sur la plateforme de Pierre Bénite depuis sa création et donner son avis sur les dates à partir desquelles les entreprises ont eu connaissance de leurs effets potentiels néfastes sur l'environnement, selon une copie de la décision rendue vendredi par un juge des référés à Lyon. Pour la première fois, des entreprises sont nommées et on va chercher leur part de responsabilité dans cette pollution, a déclaré à l'AFP le président de la métropole, l'écologiste Bruno Bernard, en se félicitant de cette décision historique. Pour lui, l'expertise devrait confirmer à terme le rôle des 2 groupes chimiques et l'étape suivante sera d'aller les chercher sur le principe du pollueur-payeur. La métropole leur demandera alors d'indemniser les surcoûts liés au traitement de l'eau courante polluée par les PFAS. Quasi indestructibles, les PFAS, une famille regroupant entre 4000 et 5000 molécules, et même plus si l'on compte les produits de dégradation, ils s'accumulent avec le temps dans la nature et les organismes, d'où leur nom de polluants éternels. En cas d'exposition sur une longue période, ils peuvent avoir des effets sur la fertilité, le développement fœtal, interférer avec le fonctionnement de notre système endocrinien et notre système immunitaire et favoriser certains cancers selon de premières études. Toujours dans l'actualité scientifique, un monte charge hydraulique pour ériger la pyramide de Djoser. Les Égyptiens de l'Ancien Empire auraient utilisé un système de monte-charge hydraulique pour construire la pyramide la plus ancienne d'Égypte, le complexe funéraire de Djoser. Cette hypothèse étonnante émise par une équipe d'hydrologues questionne aussi le lieu de repos du pharaon. Et justement, on va en parler un petit peu de ce phénomène qui s'est produit pour la pyramide de Djoser. Érigée il y a environ 4700 ans, la pyramide à degrés ou complexe funéraire de Djoser est la plus ancienne des grandes pyramides d'Égypte. Durant 4 ans de recherche, des cartographies, tomographies, visualisations tridimensionnelles basées sur d'anciens plans de fouilles et des images satellitaires, modélisation hydrologique et paléoclimatiques ont été réalisés sur le plateau de Saqqara au sud du delta du Nil où se trouve la pyramide de Djoser. Les résultats indiquent que pour construire ce complexe funéraire dans lequel reposerait le pharaon
Djoser, les Égyptiens auraient eu recours à un système hydraulique composé d'un barrage, d'une installation de traitement de l'eau et d'un mont de charge. Cet instrument, basé sur l'énergie hydraulique, aurait permis d'élever les pierres de construction à la verticale. Après quelques modifications de formulation, l'étude dont la publication avait été repoussée est désormais disponible dans la revue PLOS ONE. L'équipe a commencé par attribuer une fonction à une structure située à quelques centaines de mètres du complexe de Djoser, un barrage, celui du Gizir El Moudir, épais de 15 mètres et long de 2 km bout à bout. Ce curieux édifice est habituellement interprété comme étant un enclos à bétail ou encore une forteresse, mais il s'agit bien, d'après les auteurs, d'un barrage de retenue d'eau dont l'objectif était certainement de limiter les risques de crue en arrivage de la vallée voisine. La pluviométrie de l'Ancien Empire est peu connue. Nous savons qu'elle était importante car il y a des preuves de forts écoulements sur le plateau de Saqqara, explique Xavier Landreau, président du Paléotechnique, chercheur au commissariat à l'énergie atomique CEA et auteur principal de l'étude. Les chercheurs ajoutent qu'en contrebas de ce barrage se trouvait sûrement un lac, probablement intermittent, lui-même relié à une gigantesque douve qui entoure la pyramide, au sud d'une fosse de 400 mètres de long et de 27 mètres de profondeur, découverte en 1937 et taillée dans la roche. Les chercheurs avancent que 3 compartiments appartiennent à ce qui semble être une installation de traitement de l'eau. Ce système est bluffant car il est extrêmement moderne, s'enthousiasme le chercheur. Dans l'actualité scientifique d'aujourd'hui, des écologistes vandalisent une maison appartenant à Messi à Ibiza. L'État veut intensifier la lutte contre le braconnage de tortues à Mayotte. La justice ordonne une expertise sur les polluants éternels émis par Daikin et Arkema près de Lyon. Grignoter ou faire du sport, comment le cerveau tranche-t-il? Des chercheurs suisses ont élucidé une partie du mécanisme cérébral en jeu dans une prise de décision complexe. Faire du sport ou savourer une collation. Ces deux activités favorisant la libération de dopamine dans le cerveau, alors comment choisir? Une autre hormone entre en ligne de compte et permet de les départager lorsqu'un éventail d'options est proposé. Justement, on va en savoir un petit peu plus sur cette hormone qui est proposée. Plutôt déguster un milkshake à la fraise ou courir. La plupart d'entre nous ont probablement déjà décidé, une fois au moins, de renoncer à faire du sport au profit d'une des nombreuses tentations alternatives de la vie quotidienne, postulent les chercheurs de l'ETH de Zurich, en Suisse. L'équipe de Denis Burdakov s'est interrogée sur ce qui nous fait choisir entre le sport et la nourriture. Ils ont soumis des souris à ce choix et révèlent le rôle crucial d'une hormone, l'orexine. Voilà. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Nature Neurosciences. La dopamine ne suffit pas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, plus de 3 adultes sur 10 ne pratiquent pas assez de sport. Malgré ces statistiques, de nombreuses personnes parviennent à résister aux tentations constantes et à faire suffisamment d'exercice, remarque Denis Burdakov, professeur de neurosciences. Nous avons voulu savoir ce qui, dans notre cerveau, nous aide à prendre ces décisions. Souvent, c'est la dopamine qui joue un rôle dans l'évaluation des options et la motivation. Mais faire du sport et manger un savoureux dessert sont toutes deux des activités qui sécrètent de la dopamine. Alors comment notre cerveau tranche-t-il dans cette situation? Pour le savoir, les chercheurs ont proposé 8 choix à des souris, parmi lesquels une roue pour courir et du milkshake à la fraise, particulièrement apprécié des rongeurs comme des humains, car riche en sucre et en matière grasse. L'objectif de cette expérience, tester l'influence de l'orexine, une hormone aux effets moins connus que la dopamine, sur le choix des souris. Les souris ont été séparées en 2 groupes. Pour l'un d'eux, le système d'orexine a été bloqué soit par un traitement, soit par une modification génétique. Ensuite, les mammifères ont évolué dans un environnement à 8 possibilités d'activités différentes. Résultat, les souris dont le système d'orexine était intact ont largement privilégié la roue pour courir au milkshake. Elles ont passé 2 fois plus de temps à faire du sport que leurs homologues dépourvus d'orexine et 2 fois moins de temps à boire du milkshake.
Sans orexine, la décision était fortement en faveur du milkshake et les souris ont abandonné l'exercice pour se nourrir, observe l'équipe de Denis Burdakov. Toutefois, quand les choix étaient restreints à 2 options, manger ou courir, le comportement des 2 groupes était étonnamment similaire. Les chercheurs analysent. Cela signifie que le rôle principal du système d'orexine n'est pas de contrôler la quantité du mouvement ou de nourriture des souris, explique Denis Burdakov, mais d'après nos résultats, elle est essentielle pour prendre la décision entre l'une et l'autre lorsque les 2 options sont disponibles. Comme quoi, on peut avoir affaire à tout. Et vous, qu'est-ce que vous choisiriez entre faire du sport ou grignoter? Laissez-nous un commentaire. Aux États-Unis, la tempête Debby fait au moins 4 morts. Au moins 4 personnes sont décédées aux États-Unis à cause du passage de la tempête Debby. Les effets de Debby ne font que commencer, a prévenu un spécialiste. L'État veut intensifier la lutte contre le braconnage de tortues à Mayotte. Le nouveau pacte de sauvegarde des tortues marines vise une meilleure connaissance des pratiques de braconnage en identifiant les plages pour lesquelles les efforts de surveillance doivent être renforcés. Les humains sont-ils vraiment faits pour courir? Et vous, êtes-vous fait pour courir? Peut-être, je l'espère. L'humain peut courir des dizaines de kilomètres par défi ou par plaisir, et il semble être le seul sur Terre capable de produire un tel effort. Mais alors, d'où vient notre capacité à courir avec autant d'endurance? C'est ce que je vous proposerai de découvrir dans notre actualité sur Internet. Au moins 5 morts dans le sud-est des États-Unis frappés par la tempête Debby près de Toulouse. L'idéal des courses zéro déchet est à portée de bocal. Le VIH, une injection 2 fois par an, pourrait protéger totalement contre le virus du sida. Un essai mené sur des milliers de jeunes femmes en Afrique a démontré l'efficacité et l'acceptation par la population du lenacapavir, un produit qui ne requiert que 2 injections par an. Notre stress pousse les chiens à prendre des décisions plus pessimistes. Des chercheurs au Royaume-Uni ont essayé de comprendre si l'odeur du stress provenant d'inconnus non visibles affecte la capacité d'apprentissage et le bien-être des chiens. Pas de répit pour les livreurs dans la chaleur de l'été saoudien. Découverte en Indonésie du plus vieux et plus petit des hobbits sur l'île de Flores. Le plus petit et le plus vieux des hobbits, à 700 000 ans, montre un fragment d'humérus de cet âge exhumé sur l'île de Flores. La précieuse pièce fossile éclaire l'évolution de l'Homo floresiensis et donne de nouveaux indices sur leurs ancêtres. Une question vivement débattue. La pyramide de Djoser, on en a parlé, l'orexine et endurance humaine. Quelle est l'actu des sciences en ultra bref? Vous pourrez le découvrir sur notre site partenaire. Et enfin, la qualité de l'eau de la Seine se fait désirer, notamment pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Telle est notre dernière actualité en ce jour. Et justement, les Jeux Olympiques de Paris 2024, vous pourrez continuer de les suivre sur Ado Kids TV, bien évidemment, grâce à notre formule au cœur de Jerry. En attendant, le monde de Jerry et son rendez-vous d'information scientifique, le 19h Info se termine. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis dans ce numéro du 6 août 2024. Dans un instant, votre rendez-vous, oui, votre célébrissime rendez-vous culinaire. Ce soir, nous allons préparer des pancakes. Je vous souhaite une excellente soirée sur Ado Kids TV. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'Ado Kids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Ado Kids TV. C'est la fin de cette édition 100% scientifique. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Tout de suite, vous allez retrouver votre rendez-vous culinaire consacré à la cuisine, bien évidemment. Une nouvelle recette de cuisine qu'on va vous proposer dans cette émission. Tous les épisodes sont à retrouver, et oui, 12 épisodes aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver dans quelques instants. Il y en a déjà 11 de disponibles maintenant. Et rendez-vous pour l'information et la grande partie scientifique demain. Et sinon, rendez-vous dans quelques instants avec notre top et notre tablier pour notre session
cuisine. Je vous souhaite une excellente soirée en votre compagnie. Merci. Salut.